Donc chaque année, les étudiants du master sciences du jeu sont formés à la recherche et par la recherche par la réalisation d'une enquête sur le jeu, les loisirs ou les activités ludiques en général. Et cette année, le thème de la recherche a été dédié à l'évolution du secteur français du jeu de société. Donc il s'agit à la fois d'étudier le développement de l'offre en France, mais aussi l'évolution éditoriale en termes de contenu, de matériel, de narration et d'autorialité. Et donc d'un point de vue méthodologique, la recherche cette année s'appuie sur le Fonds patrimonial du jeu de société, qui est une des plus importantes collections de jeux de société en France, de la fin du 19e à la période récente, et qui est hébergée actuellement à l'université Sorbonne Paris-Nord. Le FPJS, c'est une collection patrimoniale à destination de la recherche. Elle est composée d'environ 17 000 jeux de société et environ 6 000 éléments de jeux de rôle. Elle a été initialement constituée par le Centre national du jeu de Boulogne-Billancourt à la fin des années 70, et arrivé à l'université Sorbonne Paris-Nord en 2020. Le fonds balaye environ 200 ans d'histoire de la production du jeu de société en Europe et aux États-Unis, le plus ancien jeu datant de 1845 et le plus récent de l'année dernière. Les étudiants et les étudiantes vont vous présenter le fruit de leur recherche. C'est une recherche qui reste exploratoire, mais qui permet de dessiner à grands traits l'évolution éditoriale du secteur du jeu de société en France entre 1950 et 2000. Aujourd'hui, vous êtes habitués à voir les auteurs et les autrices sur vos boîtes de jeux préférées. Mais est-ce que ça a toujours été le cas ? Dans les années 50, quand on commence notre étude, les auteurs et les autrices sont mentionnés à hauteur de 9% dans les règles de jeu et seulement 5% sur les boîtes de jeu. La progression, par contre, est constante et on arrive dans les années 90 à 39% de mentions sur les boîtes de jeu et 43% dans les règles. Jusque dans les années 70, les auteurs et les autrices étaient mentionnés seulement une fois sur les boîtes de jeu. À partir des années 70, on voit qu'il y a plusieurs occurrences à plusieurs endroits de la boîte. Pour à peu près 50% des cas où les auteurs sont cités, on va le retrouver 3 ou 4 fois. Et puis, dans les années qui suivent, les années 80, 90, ce chiffre chute et on n'a plus qu'une citation d'une seule ou de 2 mentions sur la boîte. Ça nous incite à penser que finalement c'est dû à une standardisation des boîtes de jeu et qu'il y a une norme qui se crée où on cite l'auteur ou l'autrice 1 à 2 fois sur chaque boîte. Nous avons ici un jeu de 1982, La chasse au trésor. Et nous avons incroyable, une autrice, Marie-Joëlle Chabeuf. C'était super rare, tant dans les années 1950 que jusqu'en 2000, puisqu'en 1950, il n'y avait que 25% de femmes mentionnées sur les boîtes. Ensuite, ça s'est complètement écroulé jusque dans les années 1980 où elles sont réapparues pour environ 10%. Et ensuite, on a commencé à remonter dans les années 90 où on est arrivé au double à environ 20%. Est-ce qu'elles ont été masquées? Est-ce qu'il y a une baisse de production? On ne sait pas et malheureusement, notre enquête ne permet pas de répondre à ces questions. Les illustrateurs et les illustratrices de jeux sont en revanche les abonnés absents. On ne les trouve quasiment jamais inscrits sur la boîte ou sur les règles. Ils représentent à peu près 10% des citations dans les règles et on ne les trouve quasiment jamais sur les boîtes. Il faut attendre les années 90 pour avoir une augmentation très nette de leur nombre de citations, alors que ce soit dans les règles ou sur les boîtes. Et dans les règles, ce qu'on peut constater, c'est que ça va en corrélation avec une structuration, une standardisation des règles. La règle du jeu, c'est un matériel de jeu un peu particulier. C'est l'objet qui s'adresse aux joueurs et aux joueuses pour leur communiquer comment jouer au jeu. Mais c'est aussi un document avec du texte qui doit être écrit et structuré, ce qui peut varier d'un jeu à l'autre. Tout d'abord, on peut parler de la façon dont les règles s'adressent aux personnes qui jouent. Les règles qui s'adressent directement aux joueurs et aux joueuses sont assez rares. Seuls 20% des règles de jeu étudiées vouvoient les joueurs et joueuses, et le tutoiement est encore plus rare, seulement 3%. Dans la grande majorité des cas, les règles s'adressent aux joueurs et aux joueuses indirectement, à la troisième personne du singulier. D'ailleurs, je dis les joueurs et les joueuses, mais presque toutes les règles de jeu étudiées utilisent le terme joueur, donc la forme masculine. Un autre aspect des règles qu'on peut étudier, c'est la façon dont elles structurent l'information. Et là, on voit une vraie évolution. Avant les années 1960, les règles de jeu sont assez peu agencées en sections. On y trouve principalement une section qui décrit le déroulement de la partie,
et une autre qui décrit la mise en place. Les autres sections, auxquelles nous sommes habitués de nos jours, sont plus rares. C'est le cas par exemple de la section fin de partie, présente dans moins de la moitié des règles avant les années 60. Dans ce cas, ce n'est pas que la partie se finit jamais, mais l'information est mêlée au reste des règles. Ce qu'on observe, c'est qu'au fur et à mesure des décennies, les règles sont de plus en plus organisées en sections. Un exemple significatif, c'est la section but du jeu, autrement dit, est-ce que les règles du jeu ont un passage dédié à expliquer la façon de remporter la partie. Avant 1960, cette section est présente dans uniquement 15% des règles de jeu. Dans les années 60, c'est 41% des règles qui ont une section dédiée au but du jeu. Et il y a une troisième hausse dans les années 70, cette section est présente dans 78% des règles, donc la majorité. Cette tendance de structuration en sections a un parallèle dans le support matériel de la règle. Aujourd'hui, on est habitué au livret de règles, mais avant les années 1960, on trouve presque aussi souvent les règles sur une simple feuille, voire à l'intérieur des couvercles de la boîte de jeu. Mais à quelques exceptions près, c'est bien le livret de règles qui s'impose au fil des années, et en particulier dans les années 90. Les règles sont sous forme de livret dans les 3/4 des jeux de cette période. Donc pour résumer, des années 50 à 2000, on observe deux phénomènes parallèles. D'un côté, une constance dans la manière de s'adresser aux joueurs et aux joueuses qui privilégie la troisième personne du singulier et le masculin. De l'autre, l'émergence d'un format, le livret de règles composé de différentes sections, qui se démocratise et se standardise. Donc il ressort de nos analyses une évolution de la taille des boîtes de jeu. Si le grand format, plus de 33 par 33 cm, domine dans les années 60 et 70, il décline dans les années 80, tandis que les années 90 voient l'explosion du petit format, qui représente 43% de l'échantillon. Pour ce qui est des images présentes sur les boîtes, illustrations et photos se partagent le haut de l'affiche à partir des années 70. Il est toutefois à noter que les illustrations servent bien davantage à représenter la diégèse du jeu à 89%. Les photos viennent, quant à elles, présenter les joueurs ou des situations de jeu comme une mise en scène de la partie. Si le nom du jeu reste invariablement présent sur les boîtes, ce n'est qu'à partir des années 70 que la présence du nom de l'auteur dépasse les 15% pour atteindre les quasi 50% dans les années 90. Les règles, pour leur part, constituent un cas particulier. En effet, les années 80 constituent une bulle remarquable au cours desquelles 43% des jeux comportent les règles au dos de la boîte. Concernant le matériel du jeu en lui-même, outre la bulle des années 80 qui voit un engouement pour le matériel électronique, la tendance reste attachée aux éléments traditionnels, dés, pions, cartes et plateaux, billets et monnaies qui demeurent indéboulonnables des jeux de société. Ressort tout de même un outsider inattendu, les éléments décoratifs, purement esthétiques, qui explosent dans les années 90. Si l'on se réfère par exemple à la définition proposée par le chercheur Miguel Sicart, on peut dire des mécaniques quelles sont les actions invoquées par un joueur pour interagir avec le monde du jeu en fonction des contraintes énoncées par ces règles. Par exemple, une mécanique bien courante consiste à jeter un dé et déplacer un pion du nombre de cases indiquées. C'est une mécanique que l'on retrouve depuis le jeu Royal Dour d'il y a plusieurs millénaires à notre jeu de loi actuel. On pourrait s'attendre à ce que beaucoup de jeux soient effectivement ce qu'on appelle des roll and move. Notre hypothèse de départ était que ces jeux étaient particulièrement courants au début du jeu de société, mais ont fini par disparaître au fur et à mesure que le secteur s'est développé. Eh bien, il s'avère que ces jeux de course et poursuite représentent en réalité, de manière très constante, une part importante de la production française au fil des décennies. Ne serait-ce que dans les années 90, ils représentaient encore 30% de la production. À cela s'ajoute quand même une baisse des jeux strictement basés sur le hasard, qui était pratiquement 50% de la production des années 60, mais plus que 10% dans les années 90. Mais au-delà de ces deux grandes tendances qui préfigureront le jeu de société sous sa forme actuelle, on peut aussi nommer quelques tendances plus passagères. Par exemple, dans les années 70 et 80, on peut observer une explosion des jeux de lettres qui phagocytent purement et simplement le marché des jeux de culture générale de type Trivial Pursuit. De plus, on peut noter que les wargames, grands classiques pour les joueurs américains, ne semblent apparaître en France, du moins de manière significative, qu'à partir des années 80. On peut conclure à une relative stabilité des mécaniques dans les jeux français entre les années 50 et 2000. Nous nous sommes également intéressés aux concordances qu'il pouvait y avoir entre les mécaniques et les thématiques
des imaginaires présentés. Les univers mettant en scène la finance, la construction ou les civilisations sont significativement plus représentés dans les jeux d'économie et de gestion, tels que le Monopoly, tandis que les univers tels que le transport ou l'aventure y sont moins représentés. Les mondes du sport et des transports sont plus représentés dans les jeux de course et de poursuite, tandis que les jeux mettant en scène des univers d'aventure sont présents dans les jeux d'élimination et de capture. Si les univers de l'écologie ou de l'environnement ou ceux de l'agriculture et de l'alimentation prennent plus la forme de jeux éducatifs, on peut s'étonner que les jeux mettant en scène des univers historiques ne prennent pas plus la forme de jeux éducatifs. Aucun dans notre sélection. Les représentations d'univers guerriers se retrouvent également dans les jeux d'élimination ou de capture, ainsi que dans les jeux de rôle et les wargames, mais prennent rarement la forme de jeux de course ou de poursuite. Les jeux inspirés du monde de la télévision, du cinéma ou de la culture sont plus présents dans les jeux de connaissances et les jeux de hasard. Dans les jeux représentant des univers animaliers, on trouvera plus de jeux de hasard et moins de jeux d'économie et de gestion, ce qui s'explique peut-être par leur orientation pour un public plus jeune. Ces résultats tendent à prouver que les mécaniques particulières sont souvent utilisées pour souligner un message ou une même thématique, mais qu'elles sont également souvent circonscrites au même genre. Les mécaniques pensées comme plus simples et plus éducatives se retrouvent plus souvent dans les jeux orientés vers les plus jeunes, tandis que les mécaniques plus complexes, souvent associées à des thématiques plus adultes, comme le monde de la finance, sont présentes dans des jeux pour des joueurs plus âgés et peut-être donc plus experts. Parmi les nombreux jeux que nous avons pu étudier, nous nous sommes demandé s'ils pouvaient être associés à des univers particuliers et facilement identifiables, la santé, l'environnement, les animaux ou encore la guerre par exemple. Les différents résultats que nous avons eus nous montrent que la plupart des jeux de société, 3/4 d'entre eux environ, parus entre 1950 et 2000 sont associables à un ou plusieurs univers. A l'inverse, le reste des jeux sont au contraire des jeux abstraits sans thématique particulière, à l'image des échecs par exemple, ou du Quarto. On peut constater que dans les années 1950, la totalité ou presque des jeux de société étaient thématisés. Progressivement, les jeux abstraits gagnent du terrain, notamment entre 1980 et 1990, où ils représentent presque la majorité des jeux sortis sur cette période. Cette tendance semble s'inverser dans les années 1990, où les jeux à thématique redeviennent dominants, puisqu'ils représentent à nouveau 3/4 des jeux édités. Nous nous sommes également demandé quelles étaient les thématiques les plus populaires dans les différents jeux de société que nous avons étudiés. Au cours de l'ensemble de la période, on retrouve tout particulièrement des jeux de société sur l'univers des animaux, 17% des jeux, des transports et des voitures, 16% des jeux, sur l'histoire ou encore la vie quotidienne. Sans trop de surprise, ces univers sont plus ou moins présents selon les périodes et semblent suivre certaines préoccupations sociétales ou certaines tendances culturelles. On a aussi constaté que dans les années 1990, les jeux sur l'environnement, l'alimentation ou encore les animaux sont surreprésentés par rapport à la totalité des jeux édités à cette période, ce qui nous semble suivre les préoccupations environnementales qui ont progressivement émergé à la fin du siècle. Pour être plus précis, si on zoome par exemple sur les jeux de société sur l'environnement, 70% d'entre eux sont sortis après les années 1990, alors qu'ils étaient presque totalement absents avant cette date. Ce constat s'inverse néanmoins concernant d'autres univers comme celui des voitures transport, très présent dans les années 1960, qui disparaît presque totalement après les années 1980. Enfin, il semble que la production de jeux de société entre les années 1990 et les années 2000 est fortement marquée par l'univers de la fantasy. Alors que 87% des jeux de société de fantasy sont édités après 1990, ce thème représente tout de même 6% de la production totale des jeux, soit le 5e univers le plus populaire parmi notre échantillon. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de cette recherche ? Il me semble que d'abord on a la confirmation de ce que d'autres travaux, plutôt en sociologie des pratiques, avaient pu identifier, c'est-à-dire l'importance des années 80 dans la transformation du jeu de société en France et plus généralement dans le monde. D'abord une transformation, on va dire, éditoriale par le développement d'une culture de l'auteur, ce qu'on appelle un régime de l'autorialité. On peut retenir aussi l'importance, on va dire, de la fiction et de la fantaisie, notamment dans le développement de ces univers-là et de ces nouveaux produits. On peut retenir aussi, il me semble, une forme de standardisation, c'est-à-dire que le jeu de société, avant les années 80 et encore pendant les années 80, un long moment,
est vraiment l'objet d'une diversité, on va dire, de formes, de boîtes, d'objets, etc. Et que progressivement, on va avoir, à partir des années 90, une forme de normalisation des contenus. Et donc, tous ces résultats confirment assez bien des choses qu'on avait pu voir, notamment dans le développement des pratiques, mais aussi qu'on a pu observer dans le cadre d'une autre recherche sur la production nord-américaine. Alors, ce que ça semble quand même montrer par rapport à ces autres travaux, c'est une forme de décalage. C'est-à-dire que le secteur éditorial français avait une autre tradition de jeu et que il a plutôt suivi et puis s'est réapproprié des évolutions qui venaient plutôt des pays anglo-saxons. Si on pense par exemple à l'importance du jeu de rôle dans les années 80, on a vu que c'est plus tardivement que les Français ont pu produire leur propre jeu de rôle. Donc tous ces éléments-là à la fois confirment des choses qu'on savait déjà et en même temps montrent peut-être plus finement la spécificité de la production française. Alors, il faut rappeler que c'est une recherche exploratoire, donc il y a beaucoup de choses donc l'enquête continue, on va essayer de coder un peu plus de jeux, donc les écarts vont peut-être un peu, ou les chiffres qui ont été donnés seront peut-être un peu modifiés, mais ça nous permet quand même de dessiner à grands traits ce qu'on sait, la façon dont le secteur s'est transformé. Il y a peut-être un point qui n'est pas évoqué dans la recherche et qui sera un des enjeux aussi des travaux qui vont suivre, c'est quand même la prépondérance du secteur éducatif, enfin du jeu éducatif français, puisque ça n'a pas été évoqué, mais quand on regarde les producteurs et les grands producteurs français, on pense tous à Asmodée aujourd'hui, mais en fait la production qui est assez continue sur ces 50 années, c'est les productions de jeux éducatifs, les jeux Fernand Nathan par exemple, qu'on va trouver à la fois dans les années 50-60 et puis qui continuent d'exister et qui reste une production relativement stable. Et une des hypothèses qu'on a, c'est qu'effectivement le secteur français se caractérise par un souci, on va dire, à la fois éducatif, donc qui a toujours existé dans le jeu de société, mais qui s'est quand même largement maintenu, et aussi par un souci de faire du jeu de société pas seulement un divertissement, mais véritablement un produit culturel. Eh bien, j'ai été ravi d'accueillir cette année cette recherche collective au sein du Fonds patrimonial du jeu de société en tant que bibliothécaire. Et ce n'est qu'une des premières approches possibles sur un fonds qui est d'une richesse extraordinaire et qui ne demande qu'à être exploré, que ce soit en jeu de société ou en jeu de rôle. Donc, je serais ravi de vous accompagner dans vos futures recherches. À bientôt, FPJS!